Vous serez d'accord avec moi que le gars qui a jamais joué aux jeux vidéo, il a, mais vraiment, raté un truc. Les jeux vidéo, ça a commencé avec des étudiants, des ingénieurs, des geeks vraiment geeks, sur des ordi universitaires, avec des écrans cathodiques qui pèsent le poids d'un frigo. Et ils savaient même pas vraiment ce qu'ils faisaient. On est quand même sur ce genre de jeu. Ils cherchaient même pas à faire de l'argent. Ils voulaient juste s'amuser avec leurs grosses machines, tester ce qui était possible. Pourtant, ce qu'ils ont fait naître... Maintenant, il y a des gens plus visionnaires que d'autres. Ralph Beer, c'est un ingénieur. Il propose pour la première fois l'idée de créer une télé qui permettrait de jouer aux jeux vidéo. Même si celle-ci est d'abord rejetée, en 66, il la reprend avec deux gars. Et ensemble, ils commencent le développement du projet TV Game. En 2 ans, ils font 3 prototypes et arrivent à la Brown Box. En gros, il manque plus qu'un constructeur. Il voit d'abord avec RCA, qui a été intéressé mais qui a refusé. Puis Sylvania, avec un refus plus rapide, et sûrement qu'ils sont allés en voir d'autres. Mais celle qu'on connaît pour avoir accepté, elle s'appelle Maniavox. C'est une entreprise connue pour leur télé. Un de leurs cadres assiste à une démo de la machine. Et pas longtemps après, il organise au siège de la compagnie une présentation officielle de la console. Et Maniavox y voit le moyen d'attirer plus de monde vers leur téléviseur. L'idée d'avoir un appareil interactif capable de fonctionner sur les télés, c'est vraiment pas déconnant. Donc après avoir modifié la Brown Box, sort la Maniavox Odyssey. Juste le cadre là, qui a parlé de la console à sa compagnie, il avait vraiment le nez creux. La console a été produite jusqu'en 75 et selon Beer, 350 000 exemplaires ont été vendus. Mais en vrai, ce qu'on doit retenir, ce qu'on doit se souvenir, c'est pas ça. Personnellement, je pense que c'est plutôt... Puis on a vu passer quelques machines. On en retiendra une. Celle qui a été la première console de nos darons, celle où ils ont passé des heures. Celle qui a été vendue par millions. Avant la Atari, une console c'était une petite dizaine de jeux. Et quand tu les avais tous terminés, soit t'avais assez de thunes pour t'en acheter une autre, soit t'allais te faire foutre. Pourquoi je suis trop violent ? La Atari est venue avec des cartouches contenant des jeux. Donc, quand t'en as terminé un, pas besoin d'acheter un nouvel appareil, t'as juste à aller dans la boutique du coin et choisir le truc sur lequel tu vas passer des heures quand tu reviendras. Là c'est très fort. Parce que cette façon de faire, c'est ce qu'on fait dans nos magasins. Les créateurs de l'Atari 2600 ont créé un modèle économique encore utilisé aujourd'hui, où les gens achètent quasi tout le temps. Et où parfois, les gens achètent tous le même truc, en même temps. Mais pour l'instant, Atari, ils voient bien que, peut-être parce qu'elle est pas assez puissante, ou juste parce que leurs jeux sont trop simplistes, leur console n'explose pas. Ça se vend. Mais c'est pas comme ça qu'on va arriver à plus de 25 millions de ventes. Les jeux vidéo ne sont pas vraiment désirés. C'est pas un vrai centre d'intérêt. Enfin, sauf peut-être un. C'est un jeu, aujourd'hui une série de jeux, une licence même, qui est reconnaissable, iconique, un vrai phénomène sur arcade. Le jeu est dur mais pas compliqué, il est stressant, il est intense, il est... Quand Atari a vu ça, ils ont dû péter leur crâne. Un jeu que tout le monde veut. C'est juste pas croyable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acheté la licence Space Invaders pour en faire un jeu sur leur console. Là, la problématique, c'est que la puissance d'une arcade et d'une Atari, c'est... Ok, par exemple, la RAM. La mémoire vive de ton PC ou de ton téléphone. Sur une arcade de Space Invaders, c'est genre 8 kilooctets. Une Atari, c'est 128 octets internes. 64 fois moins. Le pire,
c'est que la tâche d'adapter le jeu est donnée à un seul gars, qui doit tout faire très vite parce qu'on sait pas quand une hype peut s'arrêter. Comment on fait dans cette situation? Déjà, on simplifie tout. Les paysages, les aliens, tout ce qui est graphique, on va au plus simple. Faut juste qu'on puisse reconnaître. Après, on va enlever quelques ennemis, comme ça on a moins d'entités à gérer. Et au niveau des sons, pas besoin que ce soit trop détaillé, ça gênera pas si la qualité est moindre. Mais on peut aussi rajouter des trucs. On fait pas un vieux CTRL-C, CTRL-V là. On va repenser le jeu pour la maison. On rajoute un mode à 2 joueurs qui n'était pas présent de base, des niveaux de difficulté, différentes configurations d'aliens. Au final, le jeu n'est pas parfait, il est pas identique à l'original. Mais ça explose direct. 6 millions de ventes, on est en 80, c'est juste énorme. En plus, la console est tirée par le jeu. Maintenant, les gens l'achètent pour y jouer. Et ça crée un cercle vertueux. Un truc que j'ai appris il y a pas longtemps au cours des Sorgeo. Les magasins vendent beaucoup de consoles grâce à Space Invader. Plus de consoles vendues égale à plus de jeux. Et plus de jeux égale à plus de devs. Donc égale à toujours plus de jeux, de machines, etc. Mais parmi tous ces devs, il y a un groupe extrêmement talentueux qui fait des jeux qui se vendent très bien. Pourtant, ils sont toujours payés à leur salaire de base, alors que au-dessus, ça touche des millions sur leur dos. Et quand ils vont avec leur boss pour recevoir un pourcentage des ventes de leur jeu, même en disant qu'ils vont quitter la boîte, eh ben c'est non. De toute façon, qui quitte Atari? Eh ben eux. Ils en ont tellement marre qu'on leur mette dans le cul qu'ils partent fonder Activision. Et pour Atari, grande surprise, le premier jeu de Activision est sur la Atari 2600. On peut faire ça? Ça a tellement dégénéré, tellement tout le monde pouvait copier tout le monde que c'était impossible d'acheter le jeu que tu voulais. Il y avait juste 12 clones dans le même rayon, tu peux pas savoir lequel est le vrai. Ça devient une arnaque. Avant de continuer, faut que je vous touche un mot sur qu'est-ce que l'économie. L'économie, ça parle de la production, de la répartition, de l'échange et de la consommation. Ça concerne tout le monde. La vieille dame qui va faire ses courses, l'entreprise dans laquelle travaille son fils, ou même le pays dans lequel ils vivent. Ça amène à plein de choses. L'emploi, la confiance, les crises, la croissance, les richesses, les pauvretés. L'économie mondiale, c'est en gros ce qui fait tourner l'argent et toutes les ressources de la planète. Le jeu vidéo est un produit à part entière de l'économie, dès l'apparition des consoles. Il est produit, il est distribué, il est consommé, et bien sûr échangé. Le jeu vidéo et le crash de 83 ont ensemble mené à la naissance de studios, de carrières, à la confiance des gens. Puis à la crise, à la perte des richesses et à des boîtes en faillite. Évidemment, ça se finit pas comme ça. Les jeux ne renaissent pas par miracle ou parce qu'ils deviennent meilleurs d'un coup. Ils sont considérés comme une arnaque, c'est vraiment pas la situation rêvée. Qui d'autre que Nintendo pourrait y arriver? À coup de Rob le robot, qui permet de faire passer la NES sous les radars, et de la vendre pas comme une console, mais en tant que boîtier de jeux intelligent. Cette opération fait rentrer la console dans les salons américains, et fait petit à petit renaître la confiance des gens dans leurs produits. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le jeu vidéo attire des investisseurs, il crée des emplois, il dépasse les frontières. Mais à quel point? On part en 2016, l'année où est sorti Pokémon Go, un jeu mobile que tout le monde a vu passer au moins une fois, et dont le principe est plutôt simple, chasser des Pokémon. Alors, même moi qui suis pas si fan de la licence, qu'est-ce que j'aimerais avoir un Dracofeu. S'il avait pas percé, ça aurait été bizarre parce que tout était destiné à le faire marcher. Il est gratuit sur tous les continents et il touche tout le monde. Il adopte aussi le schéma des jeux mobiles. Il va faire son argent avec les microtransactions. Des achats in-app qui ne sont pas obligatoires, mais qui donnent parfois, même souvent, un gros avantage. Par exemple, Clash Royale est dit pay to win, parce que t'as juste à prendre l'offre la plus chère, et t'auras de bien meilleures troupes que ton adversaire. C'est super efficace. En fait, t'as pas le frein du je dois payer pour jouer. Ici, tu joues, et quand tu perds, ou quand il t'arrive une merde, spawn devant toi l'offre censée résoudre tous tes problèmes. Donc tu passes à la carte. Pokémon Go, c'est quasi 3 milliards de dollars en quelques années. Même les petits commerciaux en profitent. Des dizaines de millions de gens de pays différents qui ne se connaissent même pas se retrouvent autour d'un jeu. Un produit numérique au final. Un produit numérique global, accessible à tous. Mais qui impacte l'économie tout entière. Voilà à quel point.
Un autre truc se passe après le rétablissement d'une économie. Dans les jeux de type Warzone, CS, Valo, il est apparu un truc. Comme une sorte d'excroissance. Une chose née à l'intérieur d'eux, qui devient de plus en plus grande. Un marché parallèle. J'ai nommé la triche. Que ce soit pour se sentir supérieur aux autres ou pour vouloir gagner des tournois avec de l'argent en jeu, énormément de joueurs trichent. Vous connaissez sûrement le Cronus, beaucoup de gens en ont déjà parlé, le top 1 des ventes Amazon à la période de Noël. Un truc que tu branches entre ta console et ta manette et qui en résumé va faire en sorte que juste tu loupes quasi plus aucune balle. Mais le Cronus, c'est le niveau 1. Le niveau max, ça doit être ce genre de truc. Je sais pas si je vais le flouter ou non, mais n'y voyez pas une incitation. Ne trichez pas, c'est chiant, c'est nul. Pourtant, même si tout le monde dit détester ça, sur 2000 personnes interrogées, 80% d'entre eux disent avoir déjà rencontré de la triche. Et plus de la moitié dit en rencontrer quand même assez régulièrement. C'est vraiment quelque chose de présent, qui affecte la confiance des joueurs envers le jeu et le studio, qui eux-mêmes perdent de l'argent à chasser les tricheurs et leurs cheats. Le marché de la triche est évalué à plusieurs millions, voire dizaines de millions dans certains pays. Ce que je veux que vous compreniez avec tout ça, c'est que l'économie du jeu vidéo est tellement massive qu'elle génère déjà des revenus absurdes, mais aussi elle génère des dérives économiques qui partent directement d'elle. Mais la triche n'est pas accidentelle, c'est une conséquence logique. Les jeux vidéo sont compétitifs, et surtout dans les tournois tu peux gagner de la thune, de la renommée, une communauté. Tu peux devenir un semblant de star en fait. Donc c'est juste pas possible d'empêcher les dérives. Mais pas parce que les gens sont foncièrement mauvais. Juste, le jeu vidéo est énorme. Après, la triche n'est pas la seule conséquence logique qu'on aurait pu prévoir. Ce phénomène, le jeu, est devenu immense au fil du temps. Ça veut dire qu'il a changé. Si de base, pour créer des jeux vidéo, on avait, entre guillemets, juste besoin de savoir coder, maintenant plein de connaissances supplémentaires sont requises. Donc de nouvelles personnes, de nouveaux métiers. Au niveau uniquement de la production de jeux, je peux vous citer déjà 3 ou 4 métiers. On a les devs, les game designers, les artistes 3D, on a même un truc qui s'appelle les lighting artists. Au-delà de la prod, on va avoir tous les métiers du marketing et de la pub, des joueurs qui commencent à créer du contenu et gagner eux aussi leur vie. En fait, le jeu vidéo fait vivre des millions de personnes dans le monde. On est au niveau où des studios deviennent de véritables multinationales, des usines à cash qui pèsent autant que des industries déjà bien en place. Les Nintendo, Sony, Microsoft influent directement sur le pays dans lequel elles sont localisées. Ces entreprises sont devenues des acteurs économiques mondiaux. Voilà un autre exemple de conséquences logiques. Une dernière après je vous laisse. Tout à l'inverse des grandes industries, on a des artistes qui se démarquent par, je dirais, la sincérité de leur jeu. Les jeux indés. Qui, quand ils sont appréciés, se trouvent une vraie communauté. Qui va parfois être énorme et qui va souvent rester très fidèle. Hollow Knight, Undertale, Minecraft, c'est des parties à part dans l'industrie. Le jeu vidéo a connu des crises, un crash, des dérives, des abus, mais a créé une véritable industrie, des emplois, des entreprises, une culture. On n'est plus juste sur un amusement, on est sur une machine qui, malgré les dramas et les problèmes, va continuer d'avancer. C'est plus qu'un divertissement, c'est une vraie économie qui tourne.